Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De l'institution muséale au musée comme objet géographique, propos introductifs. Marie-Alix Molinier, Andlower. Laboratoire Médiation Sciences des lieux, Sciences des liens, Sorbonne Université, marialix.molinier@hotmail.fr. Actuellement en cours de redéfinition par l'ICOM, International Council of Museums, le musée est une institution qui se réinvente face aux enjeux de la société du XXIe siècle et dont l'ancrage au territoire interpelle. Dans le rapport de la mission Musée du XXIe siècle, Inventer des musées pour demain, 2017, la sociologue Jacqueline Eidelman expose 4 grands axes qui constituent le ciment du projet des musées en France. Un musée éthique et citoyen, un musée protéiforme, un musée inclusif et collaboratif, et enfin un musée comme écosystème professionnel. L'institution muséale connaît ainsi des transformations profondes depuis les années 1980, Mérès, 2003, tant de formes que de fond qui intéressent les chercheurs en sciences humaines et sociales. Les principales préoccupations dans le champ de la muséographie intègrent l'accessibilité au musée du public et la question des collections. Cependant, ces 2 grands thèmes qui structurent les études muséales laissent place à d'autres sujets qui côtoient les enjeux sociétaux actuels parmi lesquels se trouvent les enjeux de la médiation, notamment la médiation numérique, la question environnementale et la question de la restitution. En effet, un pan de la recherche s'intéresse aux nouvelles médiations qui intègrent les enjeux du numérique dans la démocratisation de la culture et dans le rapport que les visiteurs et les professionnels peuvent avoir au patrimoine, le Marec, 2011. Certains chercheurs analysent la manière dont la gouvernance des musées repense l'institution au prisme de la question environnementale, Bennett, Reed, Petoch 2014, Stylianou Lambert, Bouka, Christodoulou Yerali 2014. Enfin, plus récemment, l'approche décoloniale pose la question de la restitution. Ce sujet très politique participe à repenser les circulations des œuvres d'art en réfléchissant aux nouvelles conditions de constitution des collections. Sarr, Savoie, 2018. Il s'agit pour les musées occidentaux de faire face au passé colonial et à la manière dont les collections ont été constituées, Bocard 2019, et réciproquement, c'est un moyen pour les États spoliés de réintégrer un pan de leur patrimoine à leur culture. L'intérêt que portent les géographes au musée s'explique en partie par la pluralité des entrées possibles pour cet objet d'étude et la nécessaire transdisciplinarité qu'il propose. Ainsi, les questions de médiation, de gouvernance et de nouvelle circulation que l'on étudie avec le musée se complètent avec les questions de la relation au territoire. Comment le musée, autant comme projet de développement local que comme patrimoine, peut devenir le témoin d'une trace passée pour transformer, organiser et rendre attractifs des territoires ? Penser les musées comme des objets géographiques. L'un des rôles initiaux du musée est celui de la conservation de la mémoire et sa mise en exposition, témoignant d'une histoire passée dans un ancrage géographique actuel, Chevalier 2012. En effet, la constitution du musée est un acte social d'un groupe qui décide de conserver et d'exposer des objets parce qu'il les reconnaît comme significatifs, comme témoins symboliques d'un héritage qu'il s'approprie, Herzog 2004. Le musée présente une collection constituée d'objets d'art ou du quotidien, de provenance plus ou moins lointaine. En fonction du discours porté sur cette collection, l'institution muséale peut autant être un lieu de confrontation à l'altérité qu'un symbole d'une approche essentialiste, dans le sens qu'il y aurait une sacralisation de cet espace par des choix esthétiques, muséographiques voire même politiques. Hawkes 1999, David 2007. Ces derniers constituent un terreau fertile dans la conceptualisation du musée comme objet du politique qui transcende l'approche purement organisationnelle de l'institution en réfléchissant au rapport accent aigu au symbole pouvoir-circulation, notamment lorsque l'on s'intéresse au cas de l'internationalisation des grands musées, Père 2019, Molinier Andlower 2020. Les grands musées qui sont également des patrimoines forts, permettent par leur association à un territoire, la promotion d'une idée de la nation en mettant en scène les principes mêmes d'unité politique et d'unité territoriale qui la fondent par des lieux marqués par l'histoire et le mythe, David, 2007. Pour d'autres chercheurs, la fabrique du territoire par la culture et plus particulièrement le musée est possible notamment lorsque l'on s'intéresse à la régénération des territoires en quête de renouvellement urbain,
Bianchini 1988, Bianchini, Montgomery, Warpol 1988, BAA 1989, Basset 1993, Fagnoni 2015 ou à la métropolisation par la culture, Jamentran San Marco 2014. L'émergence de nouveaux musées dans des espaces périphériques et interstitiels, conçus avec des architectures remarquables, participe à requalifier des espaces parfois en déprise, créer des événements et transformer le récit d'un territoire pour l'insérer dans l'ère culturelle et muséale. De plus, l'implantation d'un équipement muséal a souvent pour objectif de développer un territoire par une activité considérée comme touristique, Gravary Barbas, Fagnoni 2015. Son étude en géographie aide à comprendre ces phénomènes touristiques et les processus de labellisation qui en découlent pour rendre un territoire attractif. Pour certains territoires, il s'agit de trouver le juste milieu dans la manière de le promouvoir, activités culturelles et ludiques, pour attirer les touristes tout en permettant aux habitants de vivre sur le territoire, question des proximités. Pour d'autres, le tourisme associé au musée permet de renforcer l'identité du territoire, comme dans le cas du tourisme de mémoire, Herzog 2012, Chevalier Le Fort 2016. Il s'agit de valoriser des espaces en renforçant l'activité culturelle et muséale, Gravary Barbas, Ripoll 2010. Ces identités fortes peuvent dans certains cas mener à une surconsommation et une surfréquentation de cet espace que l'on nomme hypertourisme, et qui peut générer le phénomène des territoires musées et ou des villes musées, Juan Cantavella, 2013, Lusso 2017, Gravary Barbas 2017. Des musées géographes ? Ce court état de la littérature permet de constater que le musée est un objet d'étude en lui-même, ou alors un objet intégré à un projet territorial et ou politique qui mérite d'être étudié. Le musée se définit avant tout par la possibilité de conserver, préserver et présenter une collection à un public. Mais son étude se révèle aussi complexe compte tenu des différentes entrées possibles. Les jeux d'acteurs en matière d'organisation du musée en lui-même et sur le territoire, les questions autour de la restitution des œuvres et des collections des musées, la gestion des publics qui visitent le musée ou encore les enjeux de préservation en lien avec les œuvres du musée. Cela suppose que le musée soit un lieu à part entière, ce qui implique des interactions, une organisation, une structuration, et des enjeux d'acteurs qui s'inscrivent dans un territoire et qui peuvent avoir des répercussions à différentes échelles. Se pose alors la question de la relation, de l'ancrage et des retombées induites par cette institution sur le territoire. D'un côté, les musées sont des lieux de fréquentation d'individus pluriels, tant socialement que géographiquement parlant, qui pour certains territoires tendent à devenir des lieux centraux. Le musée se mue en un lieu de savoir et de connaissance, d'échange, de rencontres et de voyage. D'un autre côté, le musée peut être un lieu excluant, reflet d'une domination occidentale dans le fait de présenter des collections parfois dépourvues d'un sens commun et global. Les dynamiques mises en place en France et à l'étranger pour bousculer l'institution muséale participent à son ouverture. On pense notamment à la médiation et à l'intégration du numérique pour repenser l'échange et l'expérience des visiteurs. Cet outil offre ainsi un nouvel espace à explorer et redéfinit la manière dont le patrimoine peut être exploré. Il permet également de repenser le rapport à l'universalité dans la manière de démocratiser l'accès à une culture et aux arts. Dans le cadre de ce numéro spécial, nous souhaitons avant tout repositionner cet objet d'étude dans le contexte actuel aux enjeux variés, géopolitiques, sociaux, territoriaux, économiques, environnementaux. Les différents articles réunis ici permettent une approche plurielle et comparative des études en cours sur les musées en géographie et dessinent une géographie. Pour ce faire, ce dossier s'articule autour de 3 grands axes qui posent les principales pistes de réflexion et qui intègrent l'objet musée au sens large du terme, musées internationaux, écomusées, musées territoriaux, musées de société, musées numériques, etc. Les 7 articles présentés questionnent la relation entre le musée et le territoire, et ce, par les entrées suivantes. Les enjeux de la mémoire et de sa préservation dans un monde changeant, trace. Le rapport entre musée et projet urbain, pour rendre attractifs et dynamiques les territoires. La circulation des œuvres, qu'elles soient voulues, dépôt, prêt, exposition à l'international, ou induite dans le cadre de démarches de la restitution des œuvres d'art. Les musées comme des lieux d'interaction et palimpsestes d'espace,
Mémoire et approche mémorielle. Les 2 premiers articles de ce dossier mettent en lumière les enjeux de mémoire en lien avec les musées. Ces textes font émerger les enjeux de la conservation du patrimoine et les enjeux mémoriels dans l'optique de renouer avec une histoire passée, paysannerie auvergnate d'une part, et la Seconde Guerre mondiale d'autre part. L'analyse du récit dans les musées étudiés montre l'importance de l'usage du numérique au sein des muséographies, pour faire immerger les publics dans des temps passés. À la lecture de ces textes, on observe une tension entre une volonté de figer un passé révolu et la confrontation face à une réalité changeante et mouvante, migration des Auvergnats et modernité, puis changement climatique qui transforme le territoire côtier et efface les traces. Marie-Ève Ferrérol nous propose une plongée ethnographique dans la maison de la Toinette pour expliquer comment l'approche sensorielle envisagée par ce musée depuis plusieurs années et sa scénographie permettent aux visiteurs d'être immergés dans cette époque révolue, celle de la paysannerie auvergnate. Elle y dépeint les enjeux politiques de la mise en place de ce scénomusée marque déposée, et le rôle des acteurs de ce projet pour qu'il perdure encore aujourd'hui. Bien que le musée existe et que la trame muséographique demeure, elle pointe les limites de l'usage de la technique dans la dimension sensible et rappelle que la dimension humaine est ce qui permet d'activer l'aspect mémoriel du lieu. L'article d'Élodie Salin et de Vincent Andrebousseau met également en avant les enjeux mémoriels en lien avec les musées du débarquement en Normandie. L'objet de cet article est d'exposer la complexité de proposer des musées de mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur des sites côtiers, confrontés au recul du trait de côte des plages normandes sous l'effet du changement climatique. Leur article propose une démonstration qui amène à interroger le devoir de mémoire, compte tenu des réalités environnementales. L'usage du numérique comme palliatif et support de cette mémoire soulève la question suivante. Comment les effets du changement climatique remettent-ils en cause l'accès à la mémoire conservée et mise en scène par ce musée ? Musée et aménagement des territoires, enjeux d'acteurs. Au-delà de la dimension mémorielle que revêt l'institution muséale par ce qu'elle incarne, le musée est un outil d'aménagement des territoires. Ils peuvent être créés ex nihilo sur un territoire défriché offrant un vaste espace à aménager, ou alors ils peuvent être pensés dans des structures préexistantes, nécessitant une réhabilitation et un changement d'affectation. Il s'agit de comprendre la manière dont l'implantation d'un musée transforme le territoire et ce que cela produit sur le territoire. Pouvons-nous observer une continuité ou une rupture dans ces projets, et quelles en sont les formes d'appropriation ? Fabrice Folliot compare dans son article les stratégies associées à la valorisation des lieux de mémoire, reliés à un passé riche et difficile dans 2 territoires insulaires du sud-ouest de l'océan Indien. L'île Maurice et la Réunion présentent des réalités institutionnelles différentes, Drôme française et RUP européenne, États indépendants, mais ont toutes 2 connu des pages d'histoire analogues, et notamment les grands flux migratoires associés à l'esclavage et à l'engagisme sucrier. Il présente la manière dont les acteurs valorisent ces patrimoines et musées, pour repenser l'aménagement du territoire. Dans son article sur le cas du musée du chapeau Borsalino à Alexandrie en Italie, Sandra Biondo explore ces questionnements en proposant une analyse croisée sur le jeu d'acteurs institutionnels et locaux. La contextualisation de l'ouverture de ce musée au niveau italien, et les enjeux nationaux qui en découlent, permettent de mettre en tension les différentes attentes que pouvaient avoir les acteurs pour ce lieu. Elle interroge la manière dont ce musée, ancien lieu de travail pour une partie de la population d'Alexandrie, est accent aigu approprié par les habitants. Le rôle de la mémoire du lieu demeure une clé de lecture pour apercevoir le lien existant entre ce musée et les habitants, et discuter de son hypothèse. Le musée aurait un rôle de fédérateur social. La dimension sociale que l'on prête au musée lorsque sa construction permet de repenser le territoire, est à concevoir de manière globale. Généralement, la construction d'un musée est envisagée dans le cadre d'un projet territorial, qui met en visibilité les différentes activités que permet le territoire en évolution. C'est le cas du Centre d'art contemporain Vils 2007 et du Centre culturel Brasse 2008, dans la commune de Forest, puis du futur pôle Canal Centre Pompidou 2024 à la frontière des communes de Bruxelles-Ville et Molenbeek-Saint-Jean, présenté par Simon de Bersac dans son article. Il y propose une analyse critique de la mise en place de ces projets en périphérie de Bruxelles.
L'objectif est de comprendre la manière dont ces centres culturels ont été conçus et comment ils fonctionnent avec les différents acteurs de ce territoire. Les attentes du public sont différentes en fonction des échelles mobilisées, local habitant, régional, touriste. Ces articles questionnent les jeux d'acteurs dans la fabrique territoriale à partir de l'objet musée, mais également la manière dont ce dernier est et sera approprié par les différents publics présents sur le territoire. Circulation et hiérarchie des circulations. Comprendre et déconstruire la géographie des collections muséales. Le dernier axe de ce numéro considère le musée à partir de sa définition première, celle des collections qui seraient l'identité du musée auquel elles appartiennent. L'idée de cet axe est d'analyser la circulation de ces collections qui participent au rayonnement de l'institution à différentes échelles, mais surtout d'observer les enjeux de nouvelle circulation des collections. Il s'agit entre autres de comprendre comment ces institutions muséales prennent part à un réseau déjà établi, et comment elles peuvent renouveler l'inertie de ce réseau. Des inégalités dans la circulation de certaines œuvres de musée viennent traduire une géographie de l'art encore très hiérarchisée et polarisée. L'article d'Anne Herzog et Sébastien Jacot s'intéresse à la géohistoire des prêts des collections du Louvre. Leurs propos cherchent à montrer l'évolution de la circulation des œuvres prêtées du musée du Louvre dans un contexte de mondialisation croissante, entre 1924 et 2017. Les différentes cartes proposées tout au long de leur article mettent en évidence des relations privilégiées et polarisées avec des musées de mêmes envergures. Cet article propose ainsi une approche critique du rayonnement mondial du Louvre, tout en revenant sur les enjeux de l'internationalisation du musée. Enfin, les circulations évoluent notamment lorsque l'on s'intéresse au cas des restitutions qui font suite à des manifestations et ou des demandes politiques. Harmonie Delal et Xavier O'Regan dans leur article sur la décolonialité du patrimoine, le cas du musée Te Papa Tongarewa dans le contexte des restitutions des Tuamoko, explique la manière dont cette restitution s'est réalisée en y proposant une analyse historique et ethnographique. Leur article étudie les procédés des institutions muséales pour mettre en convergence l'ensemble des paramètres et des acteurs afin de mettre en œuvre les retours des vestiges humains maoris en Aotearoa. Leur démonstration permet de questionner ce renouveau muséal dans un contexte décolonial du patrimoine et de la culture. En filigrane des trois grands axes qui structurent ce numéro. Organisation du territoire autour d'un musée à différentes échelles, circulation des œuvres et des visiteurs, patrimonialisation d'une mémoire ancrée dans un territoire, il ressort que le musée est un objet d'étude qui agrège de multiples enjeux. À la lecture de ce dossier, nous constatons que chaque cas d'étude pose les jalons d'une réflexion bien plus vaste. Comment conjuguer le besoin de mémoire dans une société en mouvement? Bibliographie. BAA, 1989, Art and the Changing City, en Agenda for Urban Regeneration, British American Art Association, numéro 116, Commercial St. London. Vasekis, 1993, Urban Cultural Strategies and Urban Regeneration, ACAS Study and Critique, Environment and Planning A, Economy and Space, volume 25, numéro 12, page 1773 à 1788. Bennett Reed, PETOCZ Peter, 2014, Creative Workers Views on Cultural Heritage and Sustainability, Journal of Aesthetics et Culture, volume 6, numéro 1, 24476, DOI, https://doi.barre/10.3402/jacques.v6.24476. Bianchini Franco, 1988, City Centre, City Culture, The Role of the Art in the Revitalization of Towns and Cities, CLES. Bianchini Franco, Fisher Mark, Montgomery John, WORPOLEKEN, 1988, City Centre, City Culture Centre for Local Economic Strategies, Alberton House, Saint-Mary's Parsonage, Manchester. Boccar Hélène, 2019, 3 musées face à leur passé colonial. Bruxelles, Amsterdam et Paris, Hommes et Migration, 2019 tiers, numéro 1326, page 174 à 181. DOI, 10.4000 Hommes Migration 9877. URL
https://www.revue-w-w.kern.info/revue-revue-homme-et-migration-revue-3-mille-19-3-page-150. Chevalier Dominique, Le Fort Isabelle, 2016, Le touriste, l'émotion et la mémoire douloureuse. Carnet de géographe numéro 9, URL http://journals.openedition.org/cdg/644. Chevalier Dominique, 2012, Musées et musées mémoriaux urbains consacrés à la Shoah. Mémoire douloureuse et ancrage géographique. Les cas de Berlin, Budapest, Jérusalem, Los Angeles, Montréal, New York, Paris, Washington. Anthropologie sociale et ethnologie, sous la dire de Maria Gravari Barbas. Habilitation à diriger des recherches, Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1. David Béatrice, 2007, Tourisme et politique, la sacralisation touristique de la nation en Chine, Hérodote, 2007 numéro 125, pages 143 à 156. Débat Julien 2019, Prague, ville-musée. Entre protection du patrimoine et tourisme de masse, quel avenir pour la capitale tchèque? Mémoire, ENSA Nantes École nationale supérieure d'architecture de Nantes. DJAMENTTRAN Géraldine, San Marco Philippe, dire, 2014, La métropolisation de la culture et du patrimoine, Paris, édition. Le manuscrit colle. Front Pionnier, 447p. EIDELMAN Jacqueline, 2017, Musée du XXIe siècle, Ministère de la Culture et de la Communication, février 2017. Fagnoni Edith, 2015, La culture, une manière de réinventer le développement local? Metz et le Centre Pompidou, Lens et le Louvre, Maria Gravari Barbas et Cécile Renard dire, Starchitecture, figure d'architecte et espace urbain, Paris L'Harmattan, page 165 à 184. Fagnoni Edith, GRAVARIBARBAS Maria dire, 2015, Nouveau musée, nouvelles aires urbaines, nouvelles pratiques touristiques, Laval, presse de l'Université Laval, Poule, Col. Géographie Recherche, 434p. GRAVARIBARBAS Maria 2017, Tourisme de marge, marge du tourisme. Lieux ordinaires et no-go zones à l'épreuve du tourisme. Bulletin de l'Association de géographes français, numéro 94 à 3, page 400 à 418. GRAVARIBARBAS Maria, Ripoll Fabrice, 2010, Introduction, de l'appropriation à la valorisation et retour Norrois numéro 217, mise en ligne le 22 février 2011, URL http://journals.openedition.org/norrois/3435, DOI https://doi.org/10.4000/norrois.3435. Herzogan, 2012, Tourisme de mémoire et imaginaire touristique des champs de bataille, via numéro 1 2012e, mise en ligne le 16 mars 2012. URL http://www.viatourismereview.net/article 6.php DOI 10.4000 via tourisme 1276. Herzogan, 2004, Quand les géographes visitent les musées, ils y voient des objets de recherche, l'espace géographique 2004 quart, tome 33, page 363 à 368. Juan Cantavellana, 2013, Du village agricole à la ville-musée, logique de patrimonialisation pour la reconstruction d'un village sicilien, Espace et société, volume 1, numéro 1 à 2, page 103 à 120. La Liberté Michel 2005, Le tourisme durable, équitable, solidaire, responsable, social, un brin de compréhension, Théoros, volume 24, numéro 2, page 69 à 71. Le Marek Joël, 2011, L'environnement et la participation au musée, différentes expressions culturelles des sciences, Hermès, La Revue, 2011 tiers, numéro 61, page 167 à 174. VOI 10.3917 Hermes 0610167. URL https://www.kern.info/revue-revue-2011-3-page-167.htm. Mérès François, 2003 Le musée Temple spectaculaire, Lyon, Presse universitaire de Lyon, 215p. Beauligné Andlauer Marie-Alix, 2020, Political Issue of the Louvre's Internationalisation,
dossier, Heritage and International Relations, Locus, Revista de Historia, volume 26, numéro 2, page 150 à 168, https://periodicos.ufjf.br/index.php/locus/view/309632/21445. Père Nicolas, 2019, la mondialisation des marques muséales et la diplomatie d'influence. Le Centre Pompidou Malaga, thèse de doctorat Université Toulouse-1 Sarfelwine, Savoie-Bénédicte, 2018, rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle. http://report2018.com/sar-savoie-fr.pdf. STYLIANOULAMBERTTOPISTI, BOUKAS Nicolaos, CHRISTODOULOUYERAL Marina, 2014, Museums and Cultural Sustainability, Stakeholders Force and Cultural Policies, International Journal of Cultural Policy, volume 20, numéro 5, page 566 à 587. DOI 10.08010286632.201.3.8744420. Tourisme expérientiel et effet ME accent aigu MORIELS au cœur, du Cénomus E accent aigu E marque déposée, la Maison de la Toinette, Auvergne. Experiential Tourism and Memorial Effect at the Heart of the Cénomusée marque déposée The Toinette House, Auvergne. Marie-Ève Ferrérol. Chercheuse indépendante, qualifiée MCF en géographie-aménagement, mefrérol@gmail.com. Résumé. Si pour beaucoup le tourisme de mémoire renvoie aux événements se rattachant à des guerres, il recouvre également des aspects un peu moins tragiques, liés à l'histoire d'un lieu tout simplement. Dans certains cas, on peut même parler de tourisme des racines, lorsque les sites visités ont un lien plus ou moins proche avec l'histoire familiale. Ce tourisme des racines concerne souvent des personnes dont les ancêtres ont migré, volontairement ou non. C'est le cas par exemple, des Auvergnats qui ont formé une diaspora assez importante en dehors de leur région d'origine. En prenant l'exemple du Cénomusée marque déposée de la Toinette, qui met en scène la vie d'une paysanne auvergnate du XIXe siècle, nous avons cherché à comprendre comment la mémoire était mobilisée par le tourisme et à identifier les émotions et les perceptions liées au tourisme de mémoire et des racines. Mots-clés: tourisme des racines, tourisme expérientiel, identité territoriale, patrimoine, mémoire, Auvergne. Abstract. While for many people remembrance tourism involve revisiting events linked to war, it also covers less tragic moments, simply related to history. In certain cases, we can even refer to this as roots tourism, when the sites visited are more or less closely entwined with family history. Roots tourism often concerns descendants of populations that have migrated, whether voluntarily or not. This is the case of people from Auvergne, who have formed a significant diaspora outside their region of origin. By taking en example the Cénomusée marque déposée The Toinette House, which presents the daily life of a fictional Auvergne peasant in the 19th century, we try to understand how remembrance is mobilized in tourism and to identify the emotion and perception involved in remembrance and roots tourism. Keywords: Roots tourism, experiential tourism, territorial identity, heritage, memory, Auvergne. Depuis la fin du XIXe siècle, les espaces ruraux français font face à de graves difficultés économiques et à de grands bouleversements sociaux. D'une part, leur population diminue et d'autre part, la part des actifs du primaire se réduit, passant de 33% à 9% entre 1950 et 1975, Mono 2020. Par rapport aux décennies précédentes, et sous l'effet de la deuxième révolution agricole, le métier d'agriculteur évolue. Mais, dans certains endroits du territoire, notamment le Massif central, plusieurs freins à l'adaptation se repèrent. Secteur inadapté à la mécanisation, agriculteurs âgés dont les descendants ne veulent pas toujours reprendre la ferme, structure agraire morcelée, absence de leader dans le monde agricole. H. Mandra, 1967, sociologue, décrit fort bien cette situation. Pour lui, il en est fini des paysans. La civilisation paysanne est vouée à disparaître, laissant place à des agriculteurs techniciens.
En plus, comme le souligne J.P. Diry, 1999, dans les campagnes fragiles, le déclin agricole n'est pas compensé par l'essor d'autres activités. Le dynamisme des bourgs-centres s'en ressent. Le développement ne peut être alors qu'endogène, basé sur des projets locaux, soutenus par les pouvoirs publics. De cette crise des systèmes sociaux et productifs qui entraîne dans son sillage la remise en cause des savoir-faire, des métiers voire de certaines valeurs, naît la prolifération patrimoniale, dit Méo, 2008. Cette prolifération patrimoniale met en lumière le patrimoine de proximité, constitué par bon nombre d'objets et monuments ruraux, fours à pain, fontaines, lavoirs, pigeonniers, etc. Châtelain, 1998. C'est donc dans ce contexte de fragilisation du monde rural que se multiplient, à travers le pays, et notamment dans les zones les plus fragilisées, des écomusées-musées de société. Par écomusée, on entend un lieu de compréhension du territoire, il collecte et conserve les objets témoins du passé et du présent. Par la mise en scène de la relation de l'homme à l'objet, il raconte l'histoire de la société. Il offre aux habitants un lieu de mémoire à transmettre aux générations futures. Van Santen, 2014, page 28. De 1970, date du premier musée de ce type à Marquez, à 1985, près de 800 écomusées sont créés ou recréés en France, Bromberger, 2007. L'étude de ces écomusées est pertinente, dans le sens où elle permet de questionner la relation entre le musée et le territoire. La structure muséale aide-t-elle le territoire à s'adapter aux changements ? Ou au contraire est-elle un frein à son développement en mythifiant trop un passé révolu ? De plus, à qui s'adressent vraiment ces écomusées, à la population restée sur place ou aux touristes ? Et si touristes il y a, quelles sont leurs motivations ? Comment les créateurs de ces sites arrivent-ils à les attirer et à les émouvoir ? Au-delà, comment la mémoire individuelle et collective est-elle mobilisée par le tourisme ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes intéressés au cénomusée Marc Déposé, la maison de la Toinette, située à Muralcaire. Ce musée met en scène la vie traditionnelle de montagnards auvergnats entre 1830 et 1912 et exploite deux fibres intimement liées, la mémoire et le patrimoine. Comme l'écrivait l'équipe MIT, la maison est dédiée à ceux qui ignorent tout de la montagne d'un siècle passé. Elle témoigne de la fin d'une vieille ruralité, 2005 page 242. Un spectacle théâtral animé, La Grange de Julien, racontant le retour dans les années 2000 d'un descendant de Toinette sur ses terres natales, complète aussi le dispositif. Mais bien que nous l'évoquions dans le texte, nos propos se baseront essentiellement sur la maison de la Toinette. Deux motifs majeurs expliquent notre choix. Le premier répond au besoin de toucher des touristes provenant d'une diaspora et recherchant leurs racines. Or, c'est le cas des Auvergnats. Le second est la possibilité de confronter la réaction de ces touristes un peu particuliers aux autres touristes, ce qui est rendu possible par la localisation de ce musée dans la région du Sancy, à proximité de stations thermales et de sports d'hiver. Les écomusées, un patrimoine rural valorisé. Le patrimoine rural, une ressource territoriale mise en valeur. Dans cet article, nous n'aborderons ni le caractère polysémique du patrimoine, rappelé par nombre d'auteurs, ni le processus de patrimonialisation, Véchambre 2007, Di Méo 2008, Mahé 2011, Fagnoni 2013. En revanche, nous soulignerons comme Mahé 2011 page 13, que derrière le terme patrimoine, il y a l'idée d'héritage et de transmission intergénérationnelle. Devient patrimonial ce qui nous vient des anciens, de ceux qui nous ont précédés, sur un espace territorial, ou de ce qui nous a précédés dans une forme naturelle à préserver. L'intensification de la mondialisation dans les années 1980 avec la standardisation des produits et l'uniformisation des modes de vie, tout comme le recours de nos jours au numérique, participe à la valorisation du patrimoine, quel qu'il soit. L'avenir fait peur. Le digital impose un autre rapport au temps et on ne peut plus se projeter au-delà de 3 ans. Alors on a besoin de se raccrocher à du tangible, à ce qui a marché hier, mais aussi de sauver notre culture, notre patrimoine, de retrouver des repères. La sociologue S. Grenier interrogée par Le Figaro 2014. Les hommes éprouvent le besoin de se retourner sur leur passé et sur la terre qui les a vus naître. L'engouement pour la généalogie procède de ce même souci de rechercher ses racines. Trace d'une société révolue et redécouverte dans les années 1980,
le patrimoine rural, matériel comme immatériel, apparaît aux yeux de certaines associations, élus, comme le dernier recours de territoires en déclin, Landel et Al, 2007, Landel et Sénil 2016. Lié au territoire, le patrimoine, quelle que soit sa nature, est en effet une ressource spécifique à chaque région. À l'opposé des ressources génériques, transférables dans d'autres lieux, permettant une différenciation dans le cadre d'un contexte concurrentiel. Dans les deux cas, on a affaire à un construit social, Landel et Sénil 2009, Fagnoni 2013, avec la coordination d'acteurs et le choix d'un projet politique à l'origine ou non d'une valorisation. Préservé et valorisé en tant que ressource territoriale, le patrimoine rural est souvent au cœur d'une politique touristique, véritable alternative au déclin des activités traditionnelles, AFIT 2001. Mais plus qu'une ressource, le patrimoine est également un discours qui participe d'un principe narratif, Mahé 2011 page 27. Du fait de la première étape du processus de patrimonialisation, la sélection, un biais est introduit. Le patrimoine choisi sera surtout celui d'un groupe qui cherche des mythes originels, Mahé, 2011. Création et philosophie des écomusées. Les écomusées naissent en 1971 sous l'égide d'H. de Varine et G.H. Rivière. Portés par le contexte de mai 68, ils expriment une volonté d'ouvrir le monde muséal à un public moins élitiste que celui fréquentant les grands musées nationaux et à une population locale appelée à apporter sa contribution dans l'écomusée en lui-même, du moins d'une manière théorique. On parle déjà à cette époque de diagnostic participatif, Landel et Al, 2007. Il n'est donc pas étonnant que ces écomusées aient été développés par des proches du Parti socialiste, Poulard, 2007. Le Secrétariat national à l'action culturelle souhaite notamment en faire des éléments éducatifs, avec des missions de diffusion plus que de conservation. Pendant longtemps, du fait du déficit esthétique des objets proposés, c'est-à-dire des objets banals du quotidien, Delattre 1997, Poulard 2007, les écomusées vont faire l'objet de mépris de la part de la direction des musées de France et donc pâtir d'un faible soutien financier. Ce manque de légitimité est palpable dans les propos de l'ancienne directrice du musée, étudiée dans cet article. La DRAC nous donne des qualificatifs très désagréables. Grand-guignolesque. Lebeau, entretien 2013. Au-delà de la recherche d'une légitimité professionnelle, le rôle des musées de société est surtout de mettre en valeur le patrimoine rural et un groupe social particulier, en l'occurrence ici le milieu paysan. La dimension communautaire est donc singulièrement forte, d'où un biais relevé par Adelarge dans ses propos de G.H. Rivière lui-même. Un écomusée est un instrument qu'un pouvoir et une population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble. Un miroir où cette population se regarde pour s'y reconnaître, où elle recherche l'explication du territoire auquel elle est attachée, jointe à celle des populations qui l'ont précédée, dans la discontinuité ou la continuité des générations. Un miroir que la population tend à ses hôtes pour s'en faire mieux comprendre, dans le respect de son travail, de ses comportements, de son intimité. Rivière citée par Delarge, 2000. Mais pour se décrire, une population est-elle la plus objective ? De plus, n'aura-t-elle pas tendance à idéaliser son territoire et son histoire ? Pour Adelarge, la survalorisation potentielle de soi et du passé tend vers une dérive nostalgique. Tourisme des racines et tourisme expérientiel au cœur des écomusées. Contrairement à ce que pense B. Roland Villemot, 2020, l'écomusée ne s'adresse pas aux touristes de passage, mais à l'individu qui vit sur le territoire dans lequel le musée a été installé. Cette structure est autant un site touristique qu'un lieu de mémoire. Et cela n'est pas antinomique, comme le montrent les écrits de Holou, 2008, ou ceux de Péduhamel 2013. Comme nous l'avons dit précédemment, propres à un territoire, les éléments patrimoniaux mis en valeur sont pour la plupart spécifiques et donc non délocalisables. Capitaliser sur cet acquis est par conséquent une solution pour les territoires où l'activité traditionnelle se délite et qui considèrent, quelquefois à tort, le tourisme comme la panacée pour redynamiser leur économie. Le patrimoine devient alors un enjeu financier, avec des créations d'emplois à la clé sur le site ou en annexe, restauration, hébergement, etc. Un tourisme des racines associé à la mémoire. Lorsque des sites visités ont un lien plus ou moins proche avec l'histoire familiale, on parle parfois de tourisme des racines.
Ce tourisme des racines concerne en effet souvent des personnes dont les ancêtres ont migré, volontairement ou non. Or, dans un écomusée, il s'agit de faire connaître les conditions de vie de l'homme d'hier pour aider celui d'aujourd'hui à appréhender l'avenir, à se trouver des racines. Roland Villemot, 2020. Les déracinés, vivant loin ou à proximité du territoire natal, fréquentent des lieux de mémoire que P. Marcotte, 2011 page 19, décrit comme l'ensemble des repères culturels, lieux, pratiques et expressions issus d'un passé commun. Ces repères peuvent être concrets et tangibles, comme des objets ou des monuments, et ils peuvent être immatériels, comme l'histoire, la langue ou les traditions. Dans leur quête de racines, les hommes et les femmes font des musées de société des lieux de mémoire. Les lieux de mémoire viennent compenser le déracinement historique du social et l'angoisse de l'avenir par la valorisation d'un passé qui n'était pas jusque-là vécu comme tel. Notre société en crise, sans projet, construite sur l'instantané, a besoin de se tourner vers le passé pour y trouver des repères et faire face à la précarité existentielle de son présent et à l'incertitude ontologique de son futur. Nora interviewée en 1984, citée par Abourgon 2013. Si le lieu de mémoire qu'est le musée de société permet de se familiariser avec les anciennes pratiques et rites qui rythmaient la vie des campagnes ou des anciennes usines, il permet aussi de se souvenir. À la différence de l'imaginaire, la mémoire fait référence à des faits qui se sont effectivement déroulés dans le réel. Consacrer un lieu à la mémoire fait état d'une mémoire collective, reconnue par un groupe. Le lieu de mémoire est situé, stabilisé, collectivement approprié, il fait référence à une histoire commune, pour toutes ces raisons, il constitue un patrimoine, Bognaud 2016. Monsieur Bossan 2007, met néanmoins en garde contre l'utilisation de la mémoire. Ces craintes se rapprochent des biais de la sélection de tel ou tel élément patrimonial par un groupe en particulier. La notion de mémoire engage tant les mécanismes de rappel et de recouvrement du souvenir, les processus dynamiques et génératifs de relecture des représentations sociales collectives, étroitement liés à la question des identités présentes, que les souvenirs eux-mêmes. Poser la mémoire comme équivalent à l'identité semble l'enfermer dans une perspective organiciste qui tente à essentialiser les appartenances. Bossan 2007 page 389. Elle continue en montrant son opposition à la prolifération de certains termes sans précaution terminologique. L'utilisation des notions labellisées de lieu de mémoire officielle, ou encore de travail de mémoire, plus qu'elle ne décrit la complexité des phénomènes mémoriels, quand elle ne vient pas les disqualifier, élude certaines questions essentielles, à savoir si ces phénomènes renvoient effectivement au passé et en sont en quelque sorte un effet, ou si au contraire ils sont un produit du présent visant à construire une interprétation du passé. Bossan 2007 page 389. On en arrive à des mémoires instrumentalisées, révisées en fonction des besoins du moment. Robin 2007 page 395. Les ressorts du tourisme expérientiel. Pour faire revenir à la surface les souvenirs des visiteurs, les responsables de sites touristiques liés à la mémoire, même celles de l'Holocauste ou de conflits armés, n'hésitent pas à utiliser des ressorts du tourisme expérientiel. Le principal vecteur de médiation mobilisé aujourd'hui par la mise en tourisme des lieux de mémoire douloureuse est celui de l'expérientiel qui vise à immerger le touriste dans un espace-temps où il expérimente et éprouve le lieu, au double de sens de ressentir et de mettre à l'épreuve. Chevalier et Lefort, 2014. Et même si Sepêtre 2014 affirme avec un titre provocateur que le tourisme expérientiel ça n'existe pas, des leviers mobilisateurs de mémoire basés sur l'activation des sens se repèrent. Le registre émotionnel convoque les 5 sens dont l'implication est un facteur de mémorabilité de l'expérience, Bargain et Camus 2017, mais également un moyen de faire ressurgir des émotions enfouies. L'expérience touristique repose aussi sur une mise en scène théâtralisée, qui permet par les émotions qu'elle procure une appropriation du lieu ou de l'histoire par les touristes. Parmi les éléments qui expliquent la réussite, ou non, de l'expérience touristique, Bourgeon et Jarrier 2018 identifient la nostalgie. La nostalgie, que l'on peut définir comme une réaction affective douce amère, éventuellement associée à une activité cognitive, éprouvée par un individu lorsqu'un stimulus externe ou interne a pour effet de le transposer dans une période ou dans un événement d'un passé idéalisé, s'inscrivant ou non dans son propre vécu,
peut également expliquer le comportement de consommation touristique et culturelle. On en revient alors aux déracinés dont on parlait précédemment, qui recherchent des informations sur le territoire de leurs ancêtres et leur mode de vie. Pour illustrer et compléter cette partie théorique, nous allons aborder l'expérience que vivent les touristes en visitant la maison de la Toinette en Auvergne. Méthodologie. Une observation participante clandestine. Cet article est le résultat d'une expérience professionnelle et d'une observation participante, OP. L'OP implique de la part du chercheur une immersion totale dans son terrain, pour tenter d'en saisir toutes les subtilités, au risque de manquer de recul et de perdre en objectivité. L'avantage est cependant clair en termes de production de données. Cette méthode permet de vivre la réalité des sujets observés et de pouvoir comprendre certains mécanismes difficilement décryptables pour quiconque demeure en situation d'extériorité. Soulet 2007, page 128. Cette observation participante peut même être qualifiée de clandestine, car les visiteurs ne voyaient en nous qu'une employée et non une enquêtrice. L'opportunité de travailler à la maison de la Toinette s'est présentée à nous, en 2013. Ayant travaillé à toutes les saisons et 5 jours semaine dont les dimanches, nous avons pu côtoyer un public relativement varié. Le point positif de ces contacts est que les visiteurs nous parlaient ouvertement. Certaines personnes peuvent être dans le contrôle lors de discussions formelles, craignant de se tromper ou d'autres ne pas vouloir se prêter au jeu de l'entretien étant en vacances, où elle est 2019. D'autre part, le problème de l'accostage ne se posait pas, puisque nous faisions partie du personnel. En revanche, des écueils surviennent. L'absence d'un questionnaire identique pour chaque enquêté, même si l'objet des conversations était semblable, la difficulté de dresser des statistiques, d'où le poids suggestif et non exact de chaque segment de clientèle, ou encore l'impossibilité de prendre des notes en journée lors de notre travail. Dans la perspective d'un colloque, nous avons complété nos discussions avec le public par des entretiens. En décembre 2013 ont ainsi été interrogés la directrice, Monsieur Lebeau, la responsable groupe et une guide conférencière. D'une manière informelle, nous avons également pu discuter avec un membre de l'association. Par contre, le président n'a pas trouvé le temps de nous répondre. Pour cet article, nous nous sommes entretenus le 24 février 2022 avec Monsieur Campagne, nouvelle directrice du musée depuis 2019 et S4 nouveau président de l'association depuis 2018. Complété par la lecture. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.